Ben, est-ce que c'est bon, vous m'entendez, Laulette? Ben, donc, on va commencer avec un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois concernant Spring. Donc là, ben, ben, est-ce que vous voyez mon écran, Laulette? Ben, très bien. Ben, donc, ben, ce que nous avons vu la dernière fois par rapport à Spring, c'était essentiellement un bref historique concernant Java EE et Spring, et nous avons parlé des principales différences entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut nous évoquer une des principales différences entre Java EE et Spring? Si quelqu'un il veut parler, il peut écrire un A pour prendre la parole, sinon vous pouvez écrire directement au niveau du chat, la Vlada. Quelles sont les principales différences entre Java EE et Spring, d'après ce que nous avons vu la dernière fois? Donc, nous avons parlé de Spring. Oui, très bien, Inès. Spring est un framework, alors que Java EE est, très bien, Java EE est une plateforme. La différence entre les deux, est-ce qu'un framework peut contenir plusieurs plateformes, par exemple? Très bien. Et l'inverse, est-ce qu'une plateforme peut contenir plusieurs frameworks? Est-ce qu'une plateforme peut contenir un ou plusieurs frameworks? Oui, très bien. Voilà. Donc déjà, Spring est un framework alors que Java EE est une plateforme. Déjà, une deuxième différence entre les deux, c'était par rapport au fonctionnement. Pour travailler sur Java EE, on doit utiliser obligatoirement un serveur d'application qui, lui, contient deux conteneurs, lesquels? Très bien. Un serveur web, oui, intégré au niveau du serveur d'application, oui. Donc, autrement dit, il contient un conteneur web plus un conteneur. Très bien. Un conteneur web plus que l'on nomme comment? Un conteneur web et un conteneur. Quels sont les éléments utilisés pour le côté métier ou traitement? Très bien, Mahdi, c'est un conteneur EJB. Voilà. Donc, un serveur d'application, il contient deux principaux éléments, deux conteneurs, un conteneur web et un conteneur EJB. Ça, c'est pour utiliser la plateforme Java EE. Et pour utiliser Spring, on fait comment?
Très bien, Mahdi. Donc, seulement un serveur web. Voilà. Pour nous, ça sera Tomcat. Voilà. Ça, c'est la principale différence entre Spring et Java EE. Et ça, c'est le principal point fort de Spring qui fait en sorte que l'on n'utilise plus un conteneur EJB qui causait beaucoup de problèmes, gourmand en termes de ressources et causant des problèmes lors du développement. Donc, en utilisant Spring et en migrant vers un serveur web, un serveur léger, on évite les inconvénients des EJB tout en travaillant sur des applications web très, très robustes et très intéressantes. D'accord? Ben, donc, finalement, Spring est un ensemble de projets. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut nous indiquer certains projets Spring, des exemples de projets Spring? Je vous donne un exemple et vous me dites s'il s'agit d'un projet Spring ou s'il s'agit d'un élément Spring, tout simplement. Spring tout court, Spring Core. Est-ce qu'il s'agit d'un projet Spring? Très bien. Ben, Spring Security. Très bien. Très bien. Oui, Spring Data. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Spring Boot. Très bien. Voilà. Donc, ben, donc, finalement, Spring est un ensemble de projets sur lesquels on va travailler pour ce semestre-là. Nous avons parlé également des architectures. Il y a deux types d'architecture, architecture logique et architecture. Très bien, Behedi, très bien. Ben, pour l'architecture logique, combien de couches on a? Très bien, lesquelles? Très bien, lesquelles? Pour l'architecture logique, je parle, Inessa. Je ne parle pas de tiers. Les tiers, on en parle quand on parle d'architecture. Voilà, très bien. Donc là, quand on parle d'architecture logique, c'est qu'on parle de couches ou de niveau logique. Quand on parle d'architecture physique, c'est qu'on parle d'un ensemble de tiers physiques. D'accord? Ben, pour les trois niveaux par rapport à l'architecture logique. Présentation, oui. Service, très bien. Et base de données, autrement dit, l'accès aux données, très bien, Behedi. Oui. Euh, exactement, Tada. Donc, quand on parle d'architecture physique, c'est qu'on parle d'un ensemble de tiers. On a évoqué la dernière fois l'ensemble des architectures physiques. On a pris des exemples par rapport à chaque type, un tiers, deux tiers, trois tiers ou un tiers à partir de quatre tiers. D'accord? Voilà, donc Voilà, donc on a parlé des architectures et on est passé à l'installation des outils. Non, donc normalement, chacun d'entre vous, il a au niveau de sa machine actuellement JDK, la version 1.8, Tomcat et STS. Par rapport à l'SGBD, il s'agit de l'utilisation de MySQL, que vous ayez un MySQL 5 ou un WAMP ou XAMPP qui contient déjà MySQL. Donc, c'est largement suffisant pour notre cours. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce rappel concernant la semaine dernière ou la séance dernière? Vous me dites si c'est bon ou s'il y a des questions, hein.
les attraits. Vous me dites, la Bleda. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ben, ben, très bien. Ben, très bien. Si c'est bon, donc on va passer au cours d'aujourd'hui concernant Maven. Vous trouverez ce support de cours PDF au niveau du Classroom. Ici, travaux et devoirs. Par rapport à la deuxième séance Maven, vous trouverez ici le support de cours, le PDF, ce PDF-là. D'accord? Ça, c'est pour pouvoir suivre le TP ou le cours d'aujourd'hui. Mais, donc déjà, Maven en anglais, Maven en français, est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit, etc. Outil de gestion de projet, très bien, Bahedi. Ouais, ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Est-ce que quelqu'un a travaillé avec? Vous me dites si vous en avez entendu parler, si quelqu'un l'a utilisé auparavant. Personne n'a entendu parler de Maven? Est-ce que tu l'as utilisé? D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, on va faire la connaissance de Maven. C'est quoi Maven? C'est tout simplement un outil de construction de projet, carrément. C'est-à-dire qu'un projet Maven n'est ni un projet Java, ni un projet Spring, ni un projet Java EE. C'est un projet Maven, ou autrement dit, un projet mavenisé, entre guillemets. Donc, Maven est un outil de construction de projet open source développé par Apache. Son but, c'est quoi? C'est de faciliter et d'automatiser beaucoup de tâches de gestion d'un projet Java EE, Spring, Java. euh, donc, un projet basé sur le langage de programmation Java. D'accord? Donc, Maven, historiquement parlant, il est déjà utilisé dans la plupart des entreprises. Euh, disons que 90% des entreprises utilisent déjà Maven depuis au moins une décennie, donc depuis au moins une dizaine d'années. D'accord? Donc, c'est un outil très puissant, très sollicité au niveau des entreprises, donc très intéressant pour vous en tant que futur ingénieur Java. D'accord? Les principales fonctionnalités sont surtout de faciliter le travail des développeurs pour faire en sorte à ce que on automatise les tâches qui se répètent, les tâches récurrentes. On fait en sorte que l'on facilite tout ce qui est construction et compilation des projets, gérer tout ce qui est dépendance et générer beaucoup plus facilement les livrables des projets. D'accord? Pour pouvoir gérer un projet ou pour pouvoir construire un projet, euh, Maven se base sur un concept appelé POM. P-O-M. Est-ce que quelqu'un a une idée sur cet aspect-là? Très bien, c'est Project Object Model. Autrement dit, on va définir chaque projet à travers
certains aspects ou certains éléments. C'est-à-dire que pour définir, par exemple, un projet Maven, on va définir déjà trois principaux éléments qui vont garantir une notion très importante auprès de Maven, qui est l'unicité d'un projet. Donc, Group ID, c'est le nom de l'équipe, voilà, de l'entreprise qui a créé ce projet-là. Artefact ID, c'est le nom du livrable du projet et c'est en général le nom du projet lui-même. Après, on parle de version par rapport à la version de ce projet-là. Il s'agit de la première, de la deuxième, de la troisième, etc. D'accord? Donc, ces trois éléments, à l'image de la CIN pour une personne donnée, ça va garantir l'unicité d'un projet, déjà. Donc, après avoir défini un projet, il va falloir avoir un document de référence par rapport à ce projet-là, ce projet Maven. Donc voilà pourquoi Maven propose que pour chaque projet, on aura un fichier de configuration Maven nommé pom.xml à partir du concept POM. Donc ce fichier-là, pom.xml, va contenir des balises qui vont permettre de définir ce projet-là et d'avoir tous les détails concernant ce projet-là. Donc déjà, au niveau de ce fichier de configuration pom.xml, on aura le group ID, l'artefact ID et la version du projet. On aura par la suite un détail par rapport au packaging du projet, l'output du projet. Est-ce que l'exécutable, ça sera un jar? S'il s'agit d'une application Java classique, ce que vous avez vu déjà l'année dernière, Java Standard Edition, ou bien s'il s'agit d'une application web, donc son output, ça sera un WAR. Donc déjà, l'abréviation de WAR, à votre avis, c'est l'abréviation de quoi, le mot WAR? Pour jar, par exemple, il s'agit de Java Archives. Donc, à votre avis, l'abréviation WAR, c'est relatif à quoi? Quand l'output est un jar, c'est que c'est lié à une application Java classique. Donc, on parle de Java Archives. Voilà, très bien, Bahé. Donc, il s'agit de Web Archives pour WAR. Très bien. Donc, nous, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de définir donc le besoin par rapport à l'utilisation de Maven, ça c'est en premier lieu. Deuxièmement, de travailler sur deux projets Maven, un projet ayant comme exécutable un jar et un projet web donc, qui aura comme packaging WAR. D'accord? Ça c'est l'objectif du TP d'aujourd'hui. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va jusque-là? Vous me dites si ça va, voilà, s'il y a des questions, Navleid, hein. Très bien. Ben, pour comprendre les différents besoins par rapport à Maven, je vais commencer par un exemple que vous avez vu normalement l'année dernière. Quand vous travaillez sur une application Java, sur un projet Java, un projet A par exemple, et ce projet-là, il a besoin de l'exécutable d'un projet B et de l'exécutable d'un projet C. Donc, comment vous faisiez pour récupérer les jars nécessaires pour le bon fonctionnement de votre projet, le projet A par exemple? S'il y a des dépendances à gérer, comment vous faisiez l'année dernière pour le faire fonctionner?
très bien. Ben, et d'où est-ce qu'on récupère ces jars-là? Ah, Laouled, comment vous faisiez l'année dernière? D'où est-ce qu'on récupère ces jars? Si on a besoin d'un jar JSON, par exemple, ou HTTP client, où est-ce qu'on peut récupérer ces jars-là? Oui, très bien, exact. Donc, à partir d'une recherche sur Internet, on récupère ces jars-là, on les intègre au niveau de notre projet et on le fait fonctionner. C'est ce qu'on faisait jusque-là. Ben, après, si les dépendances ou les jars que je viens de télécharger et d'intégrer au niveau de mon projet, euh, elles ont elles aussi, donc ces éléments-là, s'ils ont eux aussi besoin d'autres jars pour pouvoir fonctionner. Comment on doit faire? Des dépendances, ce qu'on appelle des dépendances indirectes. On faisait comment pour les faire fonctionner? Des dépendances, ce qu'on appelle des dépendances indirectes au projet A. Laouled. Un projet A, pour pouvoir fonctionner, il a deux dépendances, B et C. Et ces dépendances-là, elles ont deux autres dépendances, E et F par exemple. Donc, pour faire fonctionner un projet A, on a besoin des jars B et C. Mais si ce B et ce C, pour pouvoir fonctionner, tous les deux, ils vont avoir besoin des deux exécutables ou des deux jars E et F. On fait comment pour faire fonctionner ce A, ce projet A, logiquement, là, On les met sur le même dossier. oui, on récupère quel jar, à part le B et le C? Les deux autres EF. Voilà, très bien, Mahdi, exactement. Donc, on va devoir également récupérer les jars E et F et les intégrer au niveau de notre projet A. Donc déjà, vous voyez que cette gestion de dépendance, elle va causer énormément de problèmes par rapport au temps de recherche, par rapport à l'intégration de ces jars au niveau de ces projets-là. Donc ça va prendre énormément de temps et on pourrait avoir des problèmes par rapport aux versions, par exemple, des jars, etc. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Après, si vous allez faire fonctionner ce projet A, par exemple, auprès d'un client, est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce que le client, il a les exécutables B, C, E et F sur sa machine pour pouvoir faire fonctionner le projet A?
Voilà, très bien. Donc, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Du coup, donc, il y aura des problèmes par rapport au déploiement de ces applications-là auprès d'un autre environnement, par exemple, au niveau de la machine d'un client, par exemple. Donc, ça fonctionne, ça ne fonctionne qu'en local, ça pointe sur des éléments en local. On fait donc l'insertion des genres ou des dépendances manuellement. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avant l'utilisation de Maven. Maven, il a apporté des solutions par rapport à ça en proposant le fait d'intégrer les dépendances directes uniquement au niveau de quel fichier? Quel est le fichier de configuration de Maven? Voilà, très bien. Vas-y, Mahdia, tu peux parler. Comme, je pense que c'est le cas. Voilà, voilà, très bien, Mahdi, très bien, Bahé. Donc, au niveau du fichier de configuration .xml, on va insérer une balise appelée très bien Bahé dependencies, qui, elle va nous permettre d'insérer les dépendances directes uniquement. Donc, à partir du moment où vous insérez les dépendances directes, Maven, il va pouvoir donc apporter les dépendances indirectes à ce projet-là. Donc, les dépendances des dépendances, entre guillemets. D'accord? Ça, c'est un exemple d'une des fonctionnalités de Maven relative à la gestion des dépendances, mais pas que ça. Donc, Maven, il a plusieurs autres fonctionnalités. Il y a cette fonctionnalité-là, mais pas seulement cette fonctionnalité. Il y a en plus tout ce qui est gestion de la totalité de la structure d'un projet Maven ou d'un projet Mavenisé. On va rentrer petit à petit dans les détails par rapport à ça. Donc, il va permettre plusieurs gestions, par exemple, les modes d'exécution, des tests unitaires automatiquement, etc. Donc, il y a plusieurs autres fonctionnalités par rapport à Maven. Est-ce que vous avez déjà une idée sur les tests unitaires, Laurette? Quels sont les tests unitaires? Est-ce que vous les avez vus? Vous les avez utilisés? Vous me dites, hein, si oui ou non, vous avez une idée là-dessus, hein? Ben, Ouais. Les tests unitaires sont tout simplement le fait de tester un scénario bien déterminé par rapport à l'exécution de votre application. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir un scénario bien déterminé et tester ce scénario-là, le bon fonctionnement de ce scénario, au niveau duquel vous pouvez choisir les méthodes à tester et les différents paramètres que vous allez insérer pour tester ces méthodes-là. Donc, les tests unitaires sont généralement utiles quand vous allez, par exemple, montrer une application ou le bon fonctionnement d'une application à un client, par exemple. Donc, vous allez définir un scénario et vous allez directement tester ce scénario donc en indiquant les méthodes et les paramètres de chaque méthode. Si ces méthodes-là donnent des résultats corrects, oui ou non, donc vous allez pouvoir comparer le résultat attendu par rapport au résultat obtenu à partir d'une méthode donnée. D'accord? Donc ces tests unitaires sont très utiles et on va d'ailleurs les aborder par la suite. Est-ce que ça va jusque-là déjà? Vous me dites s'il y a des questions, voilà, s'il y a un truc qui n'est pas clair. Hein. Ben, donc, pour résumer, Maven est un outil de construction de projet qui vise à faciliter la vie d'un développeur en faisant en sorte qu'on automatise plusieurs tâches répétitives et que l'on facilite les tâches généralement requises pour le développement d'une application sur la base du langage de programmation Java. Pour nous, ça sera l'objet du framework Spring. D'accord? Donc, l'utilisation de Maven, ça se fait de deux méthodes différentes. C'est-à-dire que l'on peut utiliser Maven en tant que plugin au niveau de notre IDE.
il est déjà intégré au niveau de notre IDE en tant que plugin, ou bien utiliser Maven en mode, ce qu'on appelle le mode standalone, en l'installant sur notre machine. Donc, il y a deux possibilités. Pour vérifier si vous avez déjà votre plugin Maven au niveau de notre STS, il suffit d'ouvrir notre STS. Je vous montre. Voilà. En ouvrant notre STS, en allant vers Preferences, vous pouvez aller directement vers Preferences. Après, donc en tapant le mot Maven au niveau de l'onglet de recherche, Installation, et vous allez voir là, Embedded, embarqué, coché, et là, les détails par rapport à la version de Maven en tant que plugin déjà intégré au niveau de notre IDE STS. C'est-à-dire qu'on n'a rien à installer par rapport à l'utilisation de Maven à partir du moment où on l'utilise en mode plugin. Si on l'utilisait en mode standalone, on aurait à intégrer Maven au niveau de notre OS carrément. D'accord? Donc, pour nous, ça sera le mode plugin. Donc, il n'y a rien à installer. Il est déjà intégré au niveau de notre STS. Si vous voulez pouvoir l'utiliser après sans passer par l'IDE STS, c'est-à-dire à travers une invite de commande par exemple, vous pouvez parfaitement le faire en récupérant l'exécutable Maven et le décompresser et faire pointer le système vers cet exécutable-là ou le chemin de cet exécutable autrement dit. D'accord? Donc, pour nous, il n'y a rien à installer par rapport à l'utilisation de Maven. On va pouvoir directement le manipuler. Donc, en tant que plugin et non pas en mode standalone. D'accord? Ben, concernant le fichier de configuration .xml, il va contenir plusieurs balises. Voici un exemple de structure de projet Maven que l'on va créer aujourd'hui pour notre TP. Donc, en créant un projet Maven, donc vous allez, en créant un projet Maven, on va choisir Create a Simple Project sans utiliser un archetype. Un archetype est une structure bien déterminée de projet. On ne va pas utiliser une structure bien déterminée. On va plutôt choisir la structure par défaut sans archetype. D'accord? Donc là, un projet Maven, il contient déjà le fichier de configuration .xml. Donc, ce fichier-là, c'est le fichier de configuration relatif à Maven. Donc, qui dit Maven dit pom.xml et qui dit pom.xml, il dit Maven. D'accord? Ben, voici un exemple de dependency qu'on va pouvoir insérer au niveau de la balise dependencies dans notre pom.xml. Celle-ci ne va avoir à contenir que 3 éléments qui permettent de définir ou de garantir l'unicité d'un jar. Donc, group ID, artefact ID et version, d'accord? Donc là, vous avez déjà ces 3 éléments-là à insérer au niveau de la balise dependency, d'accord? À votre avis, comment on va pouvoir récupérer ces éléments-là, group ID, artefact ID et version, là, d'où est-ce qu'on peut récupérer ces éléments-là, group ID, artefact ID et version, à votre avis, là,
Ben, ben. Donc, Maven propose tout simplement un site web au niveau duquel on a toutes les dépendances que l'on pourrait utiliser dans un projet donné. Donc, toutes les dépendances de tous les projets, on peut les récupérer à partir de ce qu'on appelle MVN Repository, le repository central de Maven. Le monde entier donc, peut utiliser ce repository-là. Qu'est-ce qu'un repository? C'est un endroit, un serveur qui nous permet de récupérer toute dépendance dont on a besoin. Voilà, très bien, Bahé, très bien. Donc, ce repository, le repository central, il contient la totalité des dépendances. Par exemple, on a besoin pour un projet A de la dépendance Log4j. Donc, il suffit de taper au niveau de la recherche par rapport au site web officiel MVN Repository. Donc, vous tapez Log4j et hop, vous obtenez les différentes versions. On vous conseille de récupérer la version, non pas la plus récente parce qu'elle est généralement la moins utilisée, mais la version la plus récente tout en étant la plus stable. C'est-à-dire que il y a un taux important de téléchargement de cette version-là. Comme ça, vous garantissez le bon fonctionnement de cette dépendance-là. Donc, vous faites un copier-coller du group ID, artefact ID et version à partir du repository central de Maven. Vous l'indiquez au niveau de votre pom.xml et hop, vous avez déjà inséré votre dépendance directe au niveau de votre projet Maven. Après, vous n'aurez plus qu'à faire ce qu'on appelle Maven Update Project, là, vous faites un bouton droit sur votre projet et vous faites un Maven Update Project et il va télécharger la totalité des dépendances directes et indirectes liées à votre projet à partir du fichier de configuration pom.xml. Donc, c'est une sorte de carte, le fichier pom.xml, qui permet à Maven de connaître les dépendances de votre projet et tous les détails concernant ce projet-là. D'accord? Donc, notre objectif pour aujourd'hui, c'est 2 TP. Un premier TP, un projet avec Maven dont l'output est un jar. Donc, on va créer un projet Maven simple, sans archetype, dont le type est jar. Et vous pouvez insérer ici les détails concernant le group ID, l'artefact ID et la version. Après, les parties nom, description, etc., vous pouvez l'indiquer comme les laisser par défaut. D'accord? Après, vous allez insérer un package au niveau de ce projet-là. Donc, dont la structure est la suivante. On va insérer notre code source. À votre avis, au niveau de quel dossier on va le faire? SRC, oui, mais SRC main ou SRC test déjà? Très bien, Manver, très bien, Bahé. Donc, SRC main et non pas SRC test parce que test est destiné pour les tests unitaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui feront objet de notre prochaine séance, Inch'Allah. Donc, il s'agit de SRC main, Java ou ressources? Voilà, très bien. Sous SRC main Java, vous allez insérer un package que l'on va nommer par exemple n.esprit et au niveau duquel on va créer une classe nommée call REST Web Service dont le code source est déjà au niveau de notre cours là. Vous allez faire
Vous allez donc insérer le même code source dont l'objectif est de faire appel à un web service permettant l'affichage de l'adresse IP de votre machine. Donc ça, c'est l'objectif de ce web service. D'accord? Donc ça, c'est le premier projet que l'on va créer. Ici, au niveau du pom.xml de notre projet, on va insérer la balise dependencies qui va contenir les dépendances directes ou indirectes. Est-ce qu'au niveau de la balise dependencies d'un projet Maven, est-ce qu'on insère les dépendances directes ou indirectes de notre projet? Si pour un projet A, j'ai besoin des exécutables d'un projet B et C, c'est que B et C sont des dépendances directes de mon projet A. Si en même temps, notre projet C, il a besoin d'autres dépendances, par exemple E et F, c'est que E et F sont des dépendances indirectes par rapport au projet A. Donc, pour nous, est-ce qu'on va insérer les dépendances directes ou indirectes? En fait, avant, ce qu'on faisait l'année dernière en utilisant Java en mode classique, on faisait manuellement l'insertion des dépendances directes et indirectes, légères, dans les dépendances directes et celles qui sont indirectes. Alors qu'en utilisant Maven, donc déjà la gestion des dépendances, elle est très facilitée en faisant en sorte à ce qu'on insère uniquement les dépendances directes et non pas les dépendances indirectes. Donc, il suffit d'insérer seulement les détails relatifs aux dépendances directes. On n'a même pas à télécharger ces dépendances directes. On a juste besoin d'avoir le group ID, l'artefact ID et la version relative à chaque dépendance directe seulement. Et à partir du moment où vous faites un Maven Update Project, il va télécharger la totalité des dépendances, aussi bien directes qu'indirectes. Ça va? Est-ce que ça va? Voilà, je reprends. Là, vous me dites, hein? Très bien. Ben, un autre point très important, en ayant récupéré les dépendances relatives d'un projet, après avoir fait un Maven Update Project, on va récupérer donc l'ensemble des dépendances à partir du repository central, le repository relatif à Maven. Après, on va le placer dans un repository, ce qu'on appelle un repository local, au niveau de notre machine. D'accord? Le repository local qui va contenir, par exemple, ici, la dépendance JSON et la dépendance HTTP client. Ben, je vais poser une question toute simple. Si on a inséré ces dépendances-là, on a fait un Maven Update Project pour que l'on puisse récupérer ces dépendances-là à partir du repository central et les placer au niveau du repository local, au niveau de notre machine. Est-ce qu'à votre avis, si une autre fois, on aura besoin de cette même dépendance-là JSON pour un autre projet au niveau de notre machine, est-ce que notre Maven Core en parcourant notre pomme, est-ce qu'il aura à télécharger une nouvelle fois cette dépendance-là JSON à votre avis, Laurette?
Ben, vous dites oui. D'autres réponses? Ben, vous dites un oui, منظر un non. Les autres, là où les aides. Les autres. Voilà, très bien. Très bien, très bien, منظر, très bien, Bahé. Exactement. يعطيك الصحة. Voilà. Donc, le Maven Core, il a comme carte par rapport à un projet donné le fichier pom.xml, le fichier de configuration pom.xml. Donc, en le parcourant, il va vérifier les dépendances. Par rapport à JSON, par exemple, par rapport à HTTP Client ou une toute autre dépendance, il va vérifier si ces dépendances-là, elles existent au niveau du repository local, c'est très logique, avant d'avoir à faire un accès au repository central. S'il les a déjà au niveau du repository local, pourquoi il va accéder au repository central, logiquement, n'est-ce pas? Donc, il va vérifier si ces dépendances, elles existent au niveau du repository local. Si oui, c'est bon, le projet il va pouvoir fonctionner. Les dépendances, on les a déjà au niveau de notre repo local. Sinon, s'il ne les trouve pas au niveau du repository local, il va faire un accès au repository central pour pouvoir les télécharger et les insérer au niveau du repo local. Voilà, donc autrement dit, seulement la première fois où on a besoin d'une dépendance bien déterminée, donc Maven Core, il va avoir à faire un accès et récupérer cette dépendance-là à partir du repository central. Une fois la dépendance récupérée et insérée au niveau du repo local, on n'aura plus à faire la même opération pour la même dépendance puisqu'on l'a au niveau de notre repository local. Autre remarque, en fait, il existe un troisième type de repository. Donc, on a parlé du repository local, du repository central. On a un troisième type peu utilisé, mais vous pouvez le rencontrer au niveau des entreprises, ce qu'on appelle un repository distant. Donc, quand les entreprises, elles connaissent les dépendances généralement utilisées dans ces entreprises-là, donc elle va déjà les préparer et les insérer au niveau d'un repository distant, le repository relatif à cette entreprise-là, et elle va y insérer toutes les dépendances généralement requises pour ces projets, par exemple. Ainsi, donc, quand un développeur il aura un projet, donc, Maven Core, la première chose, c'est qu'il vérifie au niveau du repository local. Si cette dépendance n'existe pas, il va vérifier tout d'abord le repository distant, s'il y a un repository distant relatif à l'entreprise. S'il trouve cette dépendance, c'est bon. Sinon, s'il ne la trouve pas, il va, dans ce cas, accéder au repository central pour pouvoir récupérer ces dépendances-là. D'accord? Ça va? Est-ce que ça va, Laouled? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? S'il y a des questions, n'hésitez pas, Laouled. Ouais, d'autres réponses. Chaque cas, je suis sûre, vous avez bien assimilé tout. Les autres, hein? Ben, très bien. Ben, on a parlé de la gestion des dépendances. Un autre cas de figure où on va démontrer une autre fonctionnalité très très importante sur Maven, liée par rapport à la version de JDK utilisée. Je vous donne un exemple.
Vous avez un projet donc, que vous avez créé, compilé, exécuté, etc. À partir de votre machine où vous avez un JDK 1.8. Et vous allez faire l'après-midi une livraison à votre client qui, lui, il a une machine dont la version de JDK est 1.5. Est-ce que vous pouvez garantir le bon fonctionnement de votre application au niveau de la machine de votre client? Voilà, très bien. Donc, quand la version de JDK de la source est supérieure à la version de JDK de l'environnement target ou l'environnement cible, donc il va y avoir un problème. Donc, si on avait par exemple l'inverse, on a développé une application en utilisant JDK 1.5 et on va livrer vers un environnement dont la version de JDK est 1.8. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, très bien. Ben, si on a, très bien, Laouled, si on a la même version, 1.8, 1.8 par exemple, est-ce que ça va fonctionner? Oui, très bien. Donc, la condition à satisfaire est que notre version de JDK de la source doit être obligatoirement inférieure ou égale à la version de JDK de l'environnement target ou cible. Donc, ça, c'est la condition à garantir. Maven, il nous donne la faveur de préciser les versions de JDK de l'environnement target et de l'environnement source pour garantir cette condition-là. Donc, au niveau de la balise properties, toujours au niveau du fichier de configuration pom.xml relatif à Maven, on a la possibilité de définir si la machine du client elle a plusieurs versions de JDK, par exemple, et on voudrait indiquer laquelle on veut utiliser, on a la possibilité de définir et de fixer les versions de JDK de l'environnement source et de l'environnement target. Donc, dans cet exemple-là, on a pris l'exemple de la version 1.8 pour les deux cas, l'environnement source et l'environnement target. D'accord? Donc là, il y a cette fonctionnalité très, très importante et très intéressante au niveau de Maven, c'est du fait de pouvoir préciser les versions de JDK relatives à l'environnement source et à l'environnement target. D'accord? Et il suffit de faire un Maven update, bien sûr, à chaque fois que vous modifiez le fichier pom.xml pour que Maven Core puisse prendre en considération ces modifications-là. Chaque fois qu'on rajoute une dépendance, qu'on rajoute une balise au niveau du fichier pom.xml, il va falloir faire un Maven update pour que ces modifs soient valides. Est-ce que ça va, Lavley, jusque-là? Ça va? Très bien. Ben, donc, on a parlé des différentes balises au niveau du fichier pom.xml. Donc, en retournant à notre projet, donc le projet numéro 1, le premier projet, ça sera un projet dont le packaging est jar. C'est-à-dire que l'on précise le packaging, on précise l'output du projet, le format de l'exécutable. Donc, il s'agit ici pour nous d'un jar. Après, on va insérer ce code source-là au niveau d'une classe qui contient cette méthode-là, mais la classe REST Web Service, et on va faire l'exécution de la méthode main relative à l'appel de ce web service-là qui va nous afficher au niveau de la console l'adresse IP relative à notre machine. Ça, c'est le premier TP. Donc là, on va insérer ces balises-là qu'on vient d'expliquer, la balise Properties et la balise Dependencies contenant les dépendances directes de notre projet. Après, pour le deuxième projet web,
donc le projet dans le packaging EWAR. Voici le packaging ici. En créant notre projet, vous pouvez préciser ici le groupe ID, l'artefact ID, la version, et on a la main pour modifier ou préciser le packaging qui est par défaut jar, et on peut le modifier. Par exemple, ici, on va insérer le packaging WAR au niveau de notre projet. Une autre remarque par rapport à la version, ici, par exemple, si nous, on a créé notre projet, un projet A par exemple, et on n'a pas encore finalisé la version 1 par exemple. Maven nous donne la main donc, pour indiquer ceci au niveau de la version. On pourrait donc rajouter un tiret ici, écrire le mot snapshot. Est-ce que quelqu'un connaît la définition de ce mot déjà? Snapshot en anglais. Snapshot. Ben, en fait, il s'agit tout simplement d'une capture à un instant donné. Donc, il s'agit d'une version à un instant donné qui n'est pas encore finalisée. Donc, en l'indiquant ici, on indique qu'il s'agit d'une version, la version 1, mais ce n'est pas la version finale relative à la numéro 1. Donc, relative au numéro 1, donc là, voilà, une capture, très bien. Donc, si on a par la suite, par exemple, finalisé cette version-là, la version numéro 1, on va l'indiquer ici en rajoutant au lieu de snapshot le mot release pour indiquer qu'il s'agit de la version stable et finale par rapport à celle dont le numéro est 1. D'accord? Ça par rapport à la version. Ça va? Vous me dites, Ida, ça va? Voilà s'il y a des questions, là, vous me dites hein, au niveau du chat. Ça va, les autres? Est-ce qu'il y a des questions, là, oui, très bien. Oui. Donc, après avoir créé notre projet, et pour toute modification au niveau du plan.xml, il va falloir obligatoirement faire l'opération suivante. Bouton droit sur le projet, vous cliquez sur le mot Maven que vous voyez là, et vous cliquez sur Update Project pour que Maven Core il puisse accéder au plan.xml et effectuer les différentes actions nécessaires à partir de ce qu'on a inséré au niveau de ces balises. D'accord? Ben. Donc, on a expliqué l'objectif du projet du TP numéro 1. Il s'agit d'un simple projet Maven, donc utilisant Java, et dans l'output et jar, le classique de ce que vous avez vu l'année dernière, sauf que là, ça sera un projet avec Maven. Donc, il suffit d'insérer les dépendances nécessaires. Je vous ai déjà donné ici les dépendances directes à insérer et les properties qu'on vient d'expliquer. Après, pour le TP numéro 2, c'est un projet web avec Maven. Donc, ce sera un projet, toujours Create a Simple Project
vous allez la cocher et il vous affiche directement Group ID, Artifact ID et Version. On va l'insérer, donc on va les insérer ces détails-là et on va indiquer dans ce cas le packaging WAR et non pas jar comme tout à l'heure. Après, la partie name et description, vous pouvez les rajouter, c'est optionnel, et c'est en général le même nom de l'artefact ID, puisque l'artefact ID est le nom du livrable du projet, et c'est en général le nom du projet lui-même. D'accord? Après, donc là, en insérant également properties, maven.compiler.target et maven.compiler.source pour indiquer les versions de JDK requises. Là, vous faites toujours un Maven update puisque on a fait une modification par rapport au projet. Après, on va rajouter une page web basique, hein, le classique, index.xml. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Ben, très bien. Ben, donc, vous ajoutez une page web classique, basique, index.xhtml par exemple, et donc là, on va déployer notre application sur Tomcat que nous avons déjà intégré au niveau de notre STS la dernière fois lors des installations. Pour tester après notre page, il suffit d'insérer cette URL-là et de le lancer. D'accord? Ou bien vous faites directement un run as et run on server pour faire fonctionner le projet. Donc normalement, ça va nous afficher ceci. Si vous avez inséré par exemple le mot bonjour, il va vous l'afficher ici. Ça, c'est un exemple de projet web avec Maven, donc dont l'output est WAR et non pas jar. Donc là, l'objectif du TP d'aujourd'hui, c'est de tester deux packaging différents à partir de Maven, donc en créant deux TP ou deux projets, un projet dont l'exécutable est un jar et un deuxième dont l'exécutable est un war. Comme je viens d'expliquer, des exemples simples qui vont nous permettre de découvrir les fonctionnalités de Maven et la puissance de cet outil de construction de projet. D'accord? Pour voir la grande différence entre l'utilisation de Maven et la non-utilisation de cet outil-là, vous pouvez parfaitement faire la création d'un projet Java classique sans passer par Maven et en insérant le même code de cette classe-là, REST Web Service, vous pouvez tester manuellement l'intégration des différents jars nécessaires pour le bon fonctionnement de ce programme, de cette application-là, et faire manuellement donc la détection des dépendances indirectes relatives au projet, donc les dépendances des dépendances, insérer, gérer tout ce qui est version stable, etc. et le tester pour voir vraiment la différence entre l'utilisation de Maven et l'avant Maven, entre guillemets. D'accord? Ça, c'est le principal objectif du TP d'aujourd'hui. Est-ce que ça va déjà jusque-là? Par rapport déjà au principe de fonctionnement, par rapport aux différentes fonctionnalités de Maven et par rapport à ces deux TP-là, est-ce que ça va jusque-là, Laulette? Vous me dites, hein, ça va, voilà s'il y a des questions. N'hésitez pas, hein. Vous écrivez ici, voilà s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il peut écrire un app et intervenir.
Mais si ça va, donc je vais vous libérer, vous laisser le temps de travailler sur les deux TP. TP numéro 1, projet avec Maven. TP numéro 2, projet avec Maven également, mais ayant comme livrable un WAR et non pas un jar. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster au niveau du Classroom. Je vais donc rester connecté sur le Classroom pour voir si vous avez des questions. Pendant 1h30 à partir de maintenant, pour voir si vous avez des questions pour le mode asynchrone. Après, si quelqu'un il rencontre un problème, même en dehors de ce créneau-là, je vous réponds également dès que je vois votre publication. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, on va déjà voir. Donc là, je vais vous mettre ce travail à faire au niveau du Classroom. Vous avez déjà ce PDF-là au niveau du Classroom. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir donc ce que vous avez fait jusque-là par rapport au TP et on va aborder une nouvelle partie relative à la journalisation, ce qu'on appelle Log4j et au test unitaire par rapport à JUnit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je vous libère pour vous laisser travailler tranquillement sur les TP. Vous me dites, hein, ça va, voilà, s'il y a des questions.